Une vingtaine de mouvements citoyens et politiques se réunissent pour une manifestation le 29 octobre 2021. L'information a été donnée lors d'un point de presse ce mardi à la Bourse du Travail. Front social des mouvements de grève qui handicapent les usagers. Depuis ce mercredi matin, une grève à l'appel du syndicat national des banques, établissements financiers et microfinance et commerce du Mali, SINABEF, a paralysé la quasi-totalité des banques du pays, mais aussi les stations de services multinationales. 31e anniversaire du bureau de la coordination de l'Association malienne des élèves et étudiants du Mali. C'était ce mercredi matin à la faculté des sciences et techniques de Bamako. C'est un plaisir de vous retrouver sur Joliba TV News. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Je vous en parlais il y a un instant, le mouvement Yerewolo debout sur les remparts, rejoint par une vingtaine de mouvements, a animé un point de presse ce mardi à la Bourse du Travail. Objectif, informer l'opinion publique nationale de la grande manifestation qu'ils organisent ce vendredi 29 octobre 2021 à la place de l'Indépendance. Elle a dit Malik Guitei. Ils sont une vingtaine de mouvements issus de la classe politique et de la société civile à vouloir prendre part à cette grande manifestation prévue pour le vendredi 29 octobre 2021 à la place de l'Indépendance de Bamako. En prélude de l'événement, les responsables de ces différents mouvements se sont retrouvés ce mardi 26 octobre 2021 à la Bourse du Travail pour informer la population de l'objectif de leur sortie. Le peuple a longtemps dénoncé une politique qui est la politique africaine de la France et aujourd'hui les autorités maliennes tiennent le même discours que leur peuple. Donc le peuple et les autorités voulaient en Arménie et donc pour témoigner cela et pour également manifester notre soutien à nos autorités, et voilà pourquoi nous avons demandé à tout le peuple malien de sortir, que le Mali a des partenaires aujourd'hui qui ont des attitudes qui sont aussi terrifiantes que la menace aujourd'hui qui pèse sur le Mali. Même s'ils ne sont pas unanimes sur certains points concernant la gestion du pays, tous sont conscients de l'enjeu du moment et ont répondu à l'appel pour le sursaut national. On a tous décidé de laisser nos petites querelles comme l'ont fait dans le passé nos grands-parents pour construire un grand empire au Mali et être des grands hommes, de laisser nos contradictions secondaires de côté pour aller vers la contradiction principale qui est quoi? L'existence même et la refondation de notre nation, nous pouvons. Mais un point fait l'unanimité, la prolongation de la transition. Mais nous avons connu l'expérience de 2013. Nous sommes allés dans les élections précipitées. Nous avons donné priorité aux élections au lieu de donner priorité à la sécurité, à la stabilité. Et donc, du coup, nous avons géré des coups d'État. Et donc, pour tirer les leçons de l'expérience, nous pensons que ce qui demande à ce que la transition soit prolongée et qu'on ait le temps maximum de gérer la crise comme ça se doit, et nous pensons que ça, c'est un point de vue qu'il faut être respecté. Cette décision de manifestation intervient à un moment où une coalition de partis politiques non favorables quant à la prolongation de la transition a décidé elle aussi d'exprimer son désaccord dans les jours à venir. Non, vous savez, ça c'est une frange d'une autre frange de la population. C'est la frange de la frange politique. La frange politique même au Mali ne fait pas une mobilisation de plus de 30% de la population. Les 70 laissons-les de côté, mais même les 30%, parmi les 240 partis, ceux-là qui se sont retrouvés, c'est exactement ceux-là qui ont géré ce pays pendant 30 ans au nom de la démocratie. Mais ils n'ont rien proposé à la population. Rendez-vous est donc pris pour le vendredi à la place de l'Indépendance pour cette manifestation qui, selon les organisateurs, sera tenue à Bamako, à l'intérieur du pays, mais aussi dans la diaspora. Toujours sur le front social, une grève à l'appel du syndicat national des banques, établissements financiers, microfinance et commerce du Mali, SINABEF, a paralysé la quasi-totalité des banques du pays. À cela s'ajoute une cessation de travail du comité syndical des pompistes et vendeurs des stations-service Total, Shell et Oryx. Ces mouvements de grève de 72 heures qui ont débuté ce mercredi 27 octobre arrivent dans un contexte social déjà tendu. Écoutons les réactions de quelques citoyens au micro de Aïssata Traoré et de Bakoroba Nyari. J'étais venu prendre du carburant, mais je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de service et je crains d'être en panne sèche avant une autre station. Je souhaite vraiment que la grève cesse pour le bien de nous tous. Je venais pour le vidange de ma moto et aussi prendre du carburant. Mais on me dit qu'ils sont en grève. Ce n'est pas facile.
surtout que je dois voyager maintenant en moto. Il est souhaitable que les grévistes trouvent un consensus avec leurs dirigeants pour éviter de pénaliser nous les usagers. Nous sommes des travailleurs, on vient récupérer notre argent. Je pense que les grèves n'ont rien à voir avec notre argent. Ça fait plus de 4 jours que moi je vais faire un retrait pour survenir aux besoins de ma famille. Je n'arrive pas. Mais à cause des grèves, les petits années, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas encore touché ma paye. Alors que c'est des gens qui crient derrière moi aussi. Donc moi, je n'ai rien à voir avec les grèves. Et je pense que vraiment, les grèves là, moi je trouve que ce n'est pas important. Stations-service Shell, Oryx et Total sont des multinationales et leurs grèves ne doivent pas trop impacter sur les usagers. Surtout qu'elles vendent les carburants plus chers que dans nos stations-service locales. Total, Shell et Oryx vendent le litre du carburant à 630 francs ou 700 francs CFA, tandis que les stations locales cèdent le litre à 600 francs. Le ministre de la Refondation de l'État s'est entretenu ce mardi 26 octobre avec une délégation des mouvements signataires de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger et de l'inclusivité. La rencontre était axée autour de certaines préoccupations des mouvements en vue d'une inclusion aux organes du processus et d'une meilleure participation aux assises nationales de la Refondation. Après les échanges jugés fructueux, les mouvements ont formulé des vœux pouvant davantage contribuer à une participation harmonieuse et inclusive de toutes les sensibilités aux préparatifs et à la tenue des assises nationales de la Refondation qui constituent sans doute aujourd'hui le meilleur créneau intermalien pour jeter les jalons du Mali nouveau. 27 octobre 1990, 27 octobre 2021, l'Association des élèves et étudiants du Mali fête ses 31 ans. C'était ce matin sous l'acropole de la Faculté des sciences et techniques de Bamako, suivant ce reportage de Fanta Diarra et Bakoro Banyari. Les traîtres, les lâches, les démagogues, les dirigeants dirigés, les hommes-femmes, l'AM. C'est dans une grande ambiance que le 31e anniversaire de l'Association malienne des élèves et étudiants AEM a été célébré. Il est placé sous le thème « Quelles solutions à préconiser pour un système éducatif plus permanent ?» Pour le secrétaire général du bureau de coordination de l'AEM, c'est le lieu de rendre un grand hommage au père fondateur de cette association qui a vu le jour depuis 1990. Aujourd'hui, nous sommes sous l'agropole de la FAST pour la commémoration du 31e anniversaire de notre très chère association, qui est l'association des élèves étudiants du Mali. Nous, en tant que représentants des élèves étudiants du Mali, nous avons déjà fait notre part, notre preuve de maturité. Tout d'abord, depuis notre arrivée à ce niveau jusqu'à jour d'aujourd'hui, on a pu renouveler toutes les facultés sur cette grande école, dans la plus grande stabilité, dans la plus grande quiétude. Et actuellement, l'AM passe inaperçue. C'est une fierté pour nous de voir cette dame, cette jeune fille, première nationale avec 17 de moyens. Donc on a voulu la donner des kits pour encourager les autres à suivre son chemin. Durant la commémoration de cet anniversaire, le bureau de coordination de l'AEM a donné des kits scolaires à la première nationale admise au baccalauréat avec une moyenne de 17,57. Il s'agit de Néné Sakou. Je suis très contente d'avoir ces cadeaux. Je remercie les donateurs et les gens de l'AEM. Je leur conseille de bien travailler, de beaucoup étudier à l'école, d'apprendre leurs leçons, d'être courageux aussi. Seydou Patrice Dombélé, secrétaire général de l'UNEM, se dit satisfait de cette activité sans violence et il appelle les étudiants et élèves à s'engager. Un vibrant hommage à tous nos camarades qui ont perdu leur vie pour la cause de l'école malienne, en commençant par Tangara, Noumouké Bagayogo, Amadou Kadir Kamara et Chokari. C'est la première fois dans l'histoire de l'AEM qu'il y a eu un congrès sur la colline sans coup de feu. Et ça, grâce à la bonne compréhension des jeunes de l'AEM sortants, que je félicite ici, et enfin aboutir à une école, une rentrée sereine, apaisée et une année scolaire sans grève. Retenons que le but de l'AEM est de revendiquer les droits des élèves et étudiants du Mali. Comme slogan, oser lutter, c'est oser vaincre.
L'Union des syndicats travailleurs des trésors publics de l'UEMOA, USTTP-UEMOA, a tenu ce mardi 26 octobre 2021 son premier congrès statutaire. Moussa Tembini pour les détails. Le premier colloque scientifique de l'Union des syndicats des travailleurs des trésors publics de l'UEMOA est placé sous le thème « Changement de paradigme financier au sein de l'UEMOA ». Quelle contribution des syndicats des trésors publics? Le président du comité d'organisation, secrétaire général du syndicat national du trésor, a fait un rappel historique de la création de l'Union. Il me prête de rappeler que l'Union a été lancée à travers le manifeste de Bamako, vendredi 10 mai 2018, suivi de l'Assemblée constitutive tenue à Abidjan en marge du congrès du Sénat Trésor, mettant ainsi les fonds pastimaux de notre organisation commune. Il est d'une autorité publique que le Mali, depuis le lendemain des indépendances, a été un acteur majeur de l'intégration africaine. Il n'a jamais été pris à défaut pour toute rencontre consacrée à cet effet. Le syndicat national du Trésor s'inscrit en droite ligne de cette tradition perpétrée par nos illustres dévanciers. Contribuer au développement des trésors, telle est la principale mission dont l'Union des syndicats des travailleurs des trésors publics de l'UEMOA se fixe pour objectif principal. L'Union des syndicats des travailleurs des trésors publics de l'espace UEMOA, tout en ayant pour but la lutte pour l'amélioration continue des conditions de vie et de travail des travailleurs des trésors publics de l'espace UEMOA, s'est assigné pour objectif principal de contribuer efficacement au développement de nos trésors publics. À ce titre, notre union privilégie une approche participative de dialogue constructif et d'accompagnement de notre dynamique d'administration dans l'atteinte efficiente des objectifs qui lui sont assignés et de garantir ensemble la signature de nos États. Quant au ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, c'est un réel plaisir de participer à cet événement dont le thème choisi cadre parfaitement avec la vision du département des Finances. Le thème choisi cadre parfaitement avec la vision du département des Finances en matière de promotion et de mise en œuvre des réformes des finances publiques dans le respect des dispositions pertinentes des textes législatifs et réglementaires adoptés au titre de la transposition des directives relatives au cadre harmonisé, tout en mettant les ressources humaines au cœur de la dynamique. Mesdames et messieurs, honorables invités, des réformes importantes ont été mises en œuvre au Mali, à l'instar d'autres pays, suite à la transposition de ces directives, dont l'institutionnalisation de la gestion axée sur les résultats GAR et la mise en place des budgets programmes depuis le 1er janvier 2018. L'objectif général du colloque est d'appréhender et de maîtriser d'une part la philosophie de la réforme et d'autre part les tenants, les aboutissants, au fin d'y apporter des contributions. L'image du jour est consacrée au fleuve Sénégal. Long de 1750 km, le fleuve Sénégal est un fleuve d'Afrique de l'Ouest au régime tropical. Il prend sa source en Guinée à 750 mètres d'altitude. Il arrose le Mali, puis la Mauritanie et le Sénégal tout en servant de frontière entre ces deux pays avant de se jeter dans l'océan Atlantique à Saint-Louis. Sur un plan historique, le fleuve a été exploité pour ses ressources halieutiques et son eau en elle-même. Il sert au déplacement en pirogue probablement depuis les millénaires. Le Sénégal serait le fleuve que les géographes du XVIIIe siècle appelaient encore le Nigriti. Normalement, il est navigable en toute saison sur 175 km de son embouchure jusqu'au Pot d'Or et en période des hautes eaux, environ 3 mois par an jusqu'à Caille à 975 km de l'embouchure. Depuis 1972, les États riverains du fleuve Sénégal, Mali, Mauritanie et Sénégal se sont organisés au sein de l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, pour mettre en valeur le bassin du fleuve et exploiter rationnellement ses ressources, énergie, navigation, irrigation, etc. dans le cadre d'une gestion intégrée des ressources en eau. Depuis juin 2005, le delta du Sénégal a été reconnu par l'UNESCO au titre de réserve de biosphère transfrontière entre le Sénégal et la Mauritanie. À présent, l'actualité internationale. À 80 km de Tombouctou, autour du lac Fagibine qui s'assèche depuis les années 1970, de vastes étendues d'eau et de terres cultivables ont laissé place à des dunes de sable. Pour les villages avoisinants, les conséquences sont dramatiques. Le retrait des eaux a provoqué l'arrêt de la pêche, la chute des activités pastorales et par extinction la fuite des habitants.
Toute cette zone était remplie d'eau. Ensuite, les eaux se sont retirées et les arbres ont commencé à pousser autour du lac. Les arbres ont commencé à disparaître et les gens ont cultivé les terres quand il n'y a plus d'eau et d'arbres. Lors de la première rébellion, des déplacés se sont installés ici et ont détruit la forêt. Et quand il n'y a plus eu de forêt, les dunes se sont formées. Je sais que ça détruit l'environnement, mais qu'est-ce que je vais manger si je ne le fais pas? Mes enfants ont grandi, ils ont fait ce que font tous les jeunes, partir et ne plus donner des nouvelles. Je suis restée et ils se sont dispersés dans différents pays. Entre éleveurs et agriculteurs, il n'y a pas un seul jour sans conflit. Parce que l'espace est petit, tout le monde veut l'exploiter. C'est la raison des tensions. Après avoir récolté nos produits, nous les transportons avec beaucoup de risques. Même les femmes que vous voyez derrière moi sont exposées. Leur maïs peut être intercepté en cours de route. La coupe des derniers arbres aggrave l'érosion et l'assèchement des sols. Mais cette activité est parfois tout ce qu'il reste à certains pour survivre. Depuis que le lac a tari, un gaz émanant du sol brûle les quelques arbres qui restent dans les environnements. Il rend la terre incultivable. La pauvreté s'installe et la jeune génération n'a pas d'autre choix que de quitter les villages de la région. Aujourd'hui, la sécurité alimentaire et la survie économique des villages riverains est en jeu. Le travail se fait rare et dans le village de Bintagungu, l'école est fermée. Pour des manifestants pro-civils soudanais, le premier ministre Abdallah Hamdok est retenu comme otage au domicile du chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, à la suite du coup d'état militaire. Il a été depuis ramené chez lui, a indiqué un responsable militaire. Il est possible que le général Abdel Fattah al-Burhan ait voulu rassurer les manifestants en leur disant que le premier ministre Abdallah Hamdok est là. Mais même si Hamdok est avec lui chez lui, il n'y est pas allé de son plein gré. Hamdok a été amené à lui par une force militaire et par la force des armes. Peut-être qu'il a voulu l'honorer en ne le jetant pas dans une cellule, donc il l'a laissé rester chez lui, même si au début, il n'a pas mentionné sa maison, mais plutôt les quartiers des invités. Même si Abdallah Hamdok reste avec le général Abdel Fattah al-Burhan, ce n'était pas son choix. De toute façon, il est détenu et retenu comme otage. Le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a été ramené chez lui mardi soir et reste sous surveillance renforcée au lendemain d'un coup d'état mené par le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, et contesté par des manifestants qui ont de nouveau essuyé des tirs de grenades lacrymogènes. La Chine insiste sur le fait que Taïwan n'a pas le droit d'adhérer aux Nations Unies, après que les États-Unis ont attisé les tensions en appelant l'île démocratique à s'impliquer davantage dans l'organisme mondial. Taïwan n'a connu aucun droit de participation à l'ONU, déclare à Pékin le porte-parole du Bureau des affaires taïwanaises, rappelant que seuls des États souverains peuvent adhérer aux Nations Unies. Les Nations Unies sont une organisation gouvernementale internationale composée d'États souverains. Taïwan fait partie de la Chine. La République populaire de Chine est le seul gouvernement légal représentant l'ensemble de la Chine. Taïwan n'a aucun droit de participation à l'ONU. En ce qui concerne la participation de la région chinoise de Taïwan aux organisations internationales et à leurs activités, la communauté internationale est arrivée à une conclusion et à une pratique conventionnelle, à savoir que le principe de la Chine doit être respecté. Nous exhortons les autorités du Parti démocrate progressiste à abandonner immédiatement l'illusion de compter sur les États-Unis pour l'indépendance et de compter sur les forces étrangères pour l'indépendance. Toutes les actions visant à saper le principe de la Chine et à diviser le pays ne peuvent que se solder par un échec. Dans un communiqué, Anthony Blinken a appelé le reste du monde à soutenir une participation significative et robuste de Taïwan dans le système de l'ONU et la communauté internationale, estimant que sa contribution était nécessaire pour faire face à un nombre sans précédent de défis mondiaux. La polémique entre les deux géants du Pacifique
survient alors que le régime communiste vient de célébrer avec fanfare le 50e anniversaire de son adhésion à l'ONU, au détriment du gouvernement taïwanais qui occupait jusque-là le siège attribué à la Chine. Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, critique l'emploi par les forces de Kiev d'un drone d'attaque de fabrication turque contre les séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine. L'armée ukrainienne a publié une vidéo montrant un tir sur une cible au sol depuis les airs. L'explosion déclenche un panache de fumée, tandis que des individus sont visibles en train de courir autour du site. Concernant les informations sur l'utilisation du drone Bayraktar par l'armée ukrainienne dans le Donbass, nous vérifions ces informations. Il semble que ces déclarations étaient liées à la situation dans le village de Satrumarenka contre laquelle l'armée ukrainienne a mené une provocation. Selon les dernières informations, il n'y a eu aucune victime en raison de l'utilisation présumée des Bayraktar. Cependant, cette affaire doit faire réfléchir ceux qui se plient aux commandes précieuses de l'Ukraine pour rejoindre l'OTAN demain, ainsi que ceux qui arment le régime contrôlé par les néo-nazis à Kiev. La goutte, l'inflammation des articulations, notamment le gros orteil, le pied, le genou, la main, le coude et le poignet. Cette maladie résulte d'un excès d'acide urique dans le sang causé par la consommation abusive d'alcool, mais surtout de la viande rouge. Plus de détails dans cet élément signé Abdoulaye Koniba Konaté. Des réveils brusques en pleine nuit par une douleur atroce au gros orteil, des articulations enflées dont le doigt, le coude, le genou ou la cheville, tels sont les symptômes courants de la goutte, une maladie métabolique, conséquence d'un excès d'acide urique dans l'organisme. L'acide urique étant la décomposition des substances appelées purines. La viande rouge, les poissons gras sont des aliments riches en purines. Très fréquente chez l'homme et rare chez la femme, la goutte est diagnostiquée qu'après la ménopause, selon le journal français Vidal, spécialisé en santé. Quand j'étais en service, chaque fois à la pause, nous allions chez le boucher et nous pouvions consommer jusqu'à 1 kg de viande. Et aujourd'hui, je vis avec les conséquences, a déclaré Suleiman Si, un malade souffrant d'une sévère forme de la goutte, interviewé par la BBC au Niger. Au dire des spécialistes, la maladie se manifeste en aval par le gonflement soudain du gros orteil dont la douleur fait réveiller en pleine nuit. Les anti-inflammatoires peuvent certes alléger cette douleur intense, mais il est préférable de se faire consulter par un médecin. Nous parlons à présent d'art plastique. L'Institut français du Mali accueille depuis le samedi 23 octobre 2021 une exposition de l'artiste malien Ibrahim Ballo, lauréat du programme de résidence de l'Institut français et la Cité internationale des arts de Paris. Intitulée Origine, l'exposition présente une sélection variée des œuvres de l'artiste, dont une installation sur la lampe à l'huile. Reportage Youssouf Kone et Bakoro Banyari. Après 3 mois de résidence à la Cité internationale des arts de Paris, dans le cadre du programme de résidence de l'Institut français, l'artiste peintre malien Ibrahim Ballo signe son retour à travers l'exposition intitulée Origine à l'Institut français du Mali. Elles sont une dizaine de toiles, dont quelques-unes issues de sa résidence parisienne et une sélection qui retrace le parcours de l'artiste. Alors si vous voulez, le thème Origine, ça part de deux idées. La première idée qui était de venir montrer le travail dans mon pays d'origine, donc d'où Origine. Et après aussi, la seconde explication, ça donne, ça évoque ou ça met en lumière le départ de ma technique qui est inspirée du tissu traditionnel malien, le tissage. De ses débuts en nos jours, Ibrahim Ballo ne cesse d'innover sa démarche artistique dominée par la technique du tissage inspirée du filage traditionnel de coton. Une évolution saluée par les observateurs de l'art contemporain. Ibrahim nous surprendra toujours. Je connais bien son travail. C'est quelqu'un qui pousse. Il a une écriture qui est assez singulière, reconnaissable parmi tant d'autres. Et il ne s'est pas limité à perpétuer cette écriture-là, mais à le transcender. Et c'est ce qu'on recherche chez un artiste,
Son évolution, bien entendu, se fait au gré des rencontres qu'il a sur la scène internationale. C'est quelqu'un qui a beaucoup de métier et beaucoup de prospectives. Dans ses œuvres, Ibrahim Ballo dénonce en général les problèmes sociétaux. L'artiste met également en exergue certaines de nos pratiques anciennes, aujourd'hui menacées de disparition, comme la lampe à huile. C'est un effort exceptionnel que je viens de voir là. C'est vraiment un grand talent qui vient d'être démontré ici à travers ses œuvres, surtout à travers la technique utilisée, qui est basée sur le tissu. C'est certainement que c'est des matériaux locaux qu'il a dû utiliser. C'est à base de tissu qu'il a eu à réaliser toutes les œuvres que nous avons ici. Et c'est ce qui m'impressionne beaucoup. Le vernissage de l'exposition a également vu la projection d'une collection du styliste franco-malien Mossi Traoré en collaboration avec Ibrahim Ballo. L'exposition Origine continuera jusqu'au 17 décembre 2021 à l'Institut français d'Ivoire. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News.